La lumière blanche de la salle d'examen se reflétait impitoyablement sur le visage d'Auguste Chevalier, tandis que le médecin ajustait ses lunettes et regardait les résultats avec une expression qui annonçait de mauvaises nouvelles. À 72 ans, Auguste avait bâti un empire de plus d'1 milliard d'euros dans le secteur immobilier parisien. Ses immeubles dominaient de l'avenue des Champs-Élysées. Sa signature valait des millions sur n'importe quel contrat, et son nom était synonyme de pouvoir et de richesse dans la région la plus prospère du pays. Mais à cet instant, tout l'argent du monde semblait ne valoir absolument rien. Le docteur Henri prit une profonde inspiration avant de parler. Il n'était pas facile de donner ce genre de nouvelles, même à un homme habitué à affronter les plus grands défis du monde des affaires. Les mots sortirent comme des lames acérées, tranchant le silence de la pièce. Cancer du pancréas, stade avancé, inopérable. 6 mois, peut-être un peu plus avec un traitement agressif. Auguste demeura immobile, ses yeux bleus fixés sur un point quelconque du mur blanc. Il n'y avait pas de larmes, pas de désespoir visible, juste un silence profond et lourd qui emplissait chaque recoin de cette salle climatisée. Pendant 5 décennies, il avait consacré chaque minute de son existence à construire son empire. Il se levait à 5 heures du matin, travaillait jusqu'à minuit, les week-ends n'étaient que des jours ouvrables de plus. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant, n'avait jamais cultivé de véritables amitiés. Il n'y avait eu que les affaires, les profits, les expansions et d'autres conquêtes financières. Et maintenant, avec une fortune qu'il peinerait à dépenser en une vie entière, il se demandait à qui il allait laisser tout cela. Il n'y avait pas d'héritier, il n'y avait personne. 3 jours s'étaient écoulés depuis le diagnostic dévastateur. 3 jours d'insomnie, à regarder le plafond de son luxueux penthouse du 16e arrondissement et à remettre en question chaque choix qu'il avait fait. Les murs décorés de tableaux hors de prix semblaient se moquer de sa solitude. L'appartement de 500 mètres carrés résonnait de vide, ponctué seulement par les pas de sa gouvernante qui venait 3 fois par semaine. Cet après-midi de jeudi, Auguste conduisait sa Mercedes-Benz argentée dans le centre animé de Paris. La circulation était chaotique comme toujours et il se retrouva arrêté à un feu rouge près de la place de la République, un quartier bouillonnant où les gratte-ciels d'affaires côtoyaient de vieux immeubles et une population de sans-abri de plus en plus visible. C'est alors qu'une petite main frappa légèrement à la vitre du côté conducteur. Auguste jeta un coup d'œil de côté, prêt à ignorer une nouvelle sollicitation de l'un des nombreux mendiants qui peuplaient les rues de la métropole. C'était quelque chose qu'il faisait automatiquement, sans même prendre le temps de considérer l'humanité derrière ces visages désespérés. Mais quelque chose chez cet enfant le fit hésiter. Peut-être était-ce le fait que la mort rôdait dans ses pensées, ou peut-être était-elle vraiment différente. La fillette ne pouvait pas avoir plus de 8 ans. Ses vêtements étaient sales et déchirés, son visage maculé de terre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qu'Auguste ne put ignorer. Une dignité étrange, une étincelle d'intelligence qui contrastait violemment avec la misère visible de sa condition. D'un mouvement automatique, il baissa la vitre de quelques centimètres. La voix de la fillette était polie, presque honteuse, si différente des cris désespérés qu'il entendait dans les rues. Elle expliqua qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des médicaments pour sa grand-mère, qui était très malade à la maison. Il n'y avait pas d'agressivité, pas d'insistance manipulatrice, juste une supplique sincère enveloppée d'une tristesse enfantine qui déchira quelque chose dans la poitrine d'Auguste. Sans trop réfléchir, il prit son portefeuille et en sortit un billet de 100 €, le lui tendant par l'entrebâillement de la fenêtre. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si cette somme représentait pour elle une fortune inimaginable. Elle le remercia à plusieurs reprises, la voix étranglée par l'émotion, et Auguste s'aperçut que des larmes coulaient sur ce petit visage sale. Le feu passa au vert, et il accéléra laissant l'enfant derrière lui. Mais quelque chose d'étrange se produisit pendant le reste du trajet jusqu'à son entreprise. Il ne parvenait pas à chasser cette fillette de son esprit. Ses yeux continuaient de voir ce visage sale, ses vêtements déchirés, cette voix polie demandant de l'aide non pas pour elle-même, mais pour quelqu'un qu'elle aimait. Pendant la réunion de l'après-midi, avec ses directeurs au sujet d'une acquisition de terrain dans la banlieue sud, Auguste se surprit à être distrait,
pensant à la fillette. Quand ses avocats discutaient des clauses contractuelles, il s'imaginait où elle pouvait bien vivre, si sa grand-mère était vraiment malade, ou si ce n'était qu'une histoire pour obtenir de l'argent. Mais quelque chose au fond de lui disait que cet enfant avait été sincère. Le soir, dans son penthouse vide, Auguste se servit un whisky coûteux et resta sur le balcon à regarder les lumières de la ville. Des millions de vies pulsaient en bas, chacune avec ses histoires, ses drames, ses douleurs. Et lui, au sommet de sa tour de luxe, complètement isolé de tout cela. Pour la première fois depuis des décennies, Auguste Chevalier se sentit profondément, dévastateurement seul. Le diagnostic avait changé quelque chose de fondamental dans sa perception. Avec seulement quelques mois devant lui, les choses qui comptaient tant auparavant, les affaires, les profits, les réussites professionnelles, semblaient absolument insignifiantes. Que resterait-il de son existence quand il ne serait plus là? Des immeubles portant son nom, des comptes en banque que se disputeraient des avocats et l'État, une notice nécrologique dans les journaux économiques soulignant sa fortune. Cette nuit-là, Auguste parvint à peine à dormir. L'image de la fillette le hantait. Il se souvint de sa politesse, de la façon dont ses yeux révélaient une intelligence que la pauvreté n'avait pas réussi à effacer. Et il se demanda pour la première fois de sa vie pragmatique et calculatrice si cette rencontre fortuite à un feu rouge du centre de Paris n'était pas une sorte de signe. Le lendemain, allant à l'encontre de toute la logique qui l'avait guidé pendant 72 ans, Auguste Chevalier prit une décision qui allait tout changer. Au lieu de se rendre à son bureau le matin, il retourna dans le centre-ville. Il retourna à ce même feu rouge, et il commença à chercher la fillette qui avait touché quelque chose en lui dont il ignorait même l'existence. Quelque chose que tout l'argent du monde n'avait jamais réussi à éveiller. Une lueur de véritable but au milieu du compte à rebours de ses derniers jours. Auguste passa 3 fois dans le même quartier ce vendredi matin avant d'apercevoir enfin la petite silhouette entre les voitures arrêtées au feu rouge. Son cœur, fatigué et malade, fit un bond étrange quand il reconnut la fillette. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, ou peut-être étaient-ce les seuls qu'elle possédait, et elle abordait les conducteurs avec la même délicatesse honteuse qui l'avait touchée. Il klaxonna légèrement et lui fit signe. La fillette le reconnut immédiatement et ses yeux s'illuminèrent d'une surprise sincère. Elle s'approcha en courant de la Mercedes et Auguste remarqua qu'elle boitait légèrement du pied gauche, probablement à cause de chaussures inadaptées ou d'une blessure. « Tu veux monter ?» demanda-t-il en ouvrant la portière passager. « Juste pour quelques minutes. J'aimerais te parler. » La fillette hésita, regardant autour d'elle comme si elle cherchait la permission de quelqu'un d'invisible, mais elle monta ensuite dans la voiture avec précaution, comme si elle craignait de salir les sièges, en cuir beige. Elle s'assit sur le bord du siège, ses petites mains sales croisées sur ses genoux, les yeux écarquillés devant le luxe qui l'entourait. « Comment t'appelles-tu » demanda Auguste, sa voix plus douce qu'à son habitude dans n'importe quelle conversation. « Isabelle, monsieur. » Sa voix était basse, presque un murmure. « Isabelle Santos. »« Et ta grand-mère, comment va-t-elle » Les yeux d'Isabelle s'emplirent immédiatement de larmes, et Auguste comprit qu'il avait touché une corde sensible. La fillette raconta que sa grand-mère, Madame Mercedes, allait très mal. Elle souffrait de diabète et de problèmes cardiaques. L'argent qu'il lui avait donné la veille avait suffi pour acheter les médicaments les plus urgents, mais elle savait que cela ne durerait pas longtemps. La retraite de sa grand-mère était inférieure au SMIC et la majeure partie partait dans le loyer de l'endroit où elle vivait. « Où habites-tu, Isabelle » demanda Auguste, et quelque chose dans sa voix la poussa à lui faire confiance. « Dans un squat de la rue de l'Aurore, monsieur. C'est un vieil immeuble, mais c'est tout ce qu'on peut se permettre. » Auguste connaissait le quartier, des immeubles abandonnés qui avaient été occupés par des familles sans abri, une dure réalité de la grande ville qu'il avait toujours commodément ignorée depuis sa tour d'ivoire. Il prit une décision impulsive, quelque chose de complètement étranger à son caractère méthodique et contrôleur. « Tu peux m'y emmener ? J'aimerais rencontrer ta grand-mère et voir si je peux aider d'une quelconque manière. » La fillette le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Mais vous êtes riche, monsieur. Vous n'allez pas vouloir entrer là-dedans. C'est très sale et très laid. » « Ce n'est pas un problème, je veux y aller. » Le trajet fut court.
quelques pâtés de maison à peine. Mais Auguste eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Le squat était un bâtiment de 7 étages qui avait probablement été commercial des décennies auparavant, maintenant envahi par des familles qui avaient improvisé des logements dans chaque centimètre carré disponible. Les murs extérieurs étaient tagués et décrépits, les fenêtres cassées rafistolées avec du carton, des vêtements étendus sur des cordes à linge improvisées entre les balcons. Isabelle le guida à travers les escaliers sombres et étroits, montant jusqu'au 4e étage. L'odeur de moisie et d'humidité était suffocante, et Auguste dut se tenir plusieurs fois à la rampe rouillée, sentant sa respiration devenir lourde. La maladie commençait déjà à faire sentir ses effets. Ils s'arrêtèrent devant une porte en contreplaqué, mal ajustée dans son cadre. Isabelle l'ouvrit doucement, et Auguste entra dans ce que la fillette appelait son appartement. C'était une seule pièce de pas plus de 15 mètres carrés, avec des murs en briques apparentes tachés d'humidité. Un matelas fin posé à même le sol servait de lit à Madame Mercedes, une dame aux cheveux entièrement blancs qui toussait faiblement, couverte d'un drap usé. Dans le coin opposé, un autre matelas plus petit, où Isabelle dormait de toute évidence, était entouré de cahiers d'école éparpillés. « Mamie, j'ai amené une visite », dit Isabelle, sa voix chargée d'inquiétude. « C'est le monsieur qui m'a aidé hier. » Madame Mercedes essaya de se lever, mais n'en eut pas la force. Auguste s'approcha et lui demanda de rester allongé. Il s'agenouilla à côté du matelas, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, et regarda cette femme qui devait avoir son âge, mais qui semblait avoir vécu 2 vies, tant la souffrance était marquée sur son visage. « Vous n'avez pas besoin de vous lever. Je suis juste venu rencontrer la grand-mère de cette fillette si spéciale. » Les yeux de Madame Mercedes, malgré la maladie, brillaient d'intelligence et de dignité. Elle expliqua d'une voix faible qu'elle élevait Isabelle seule depuis que sa fille avait quitté ce monde 4 ans plus tôt, laissant l'enfant alors âgé de seulement 4 ans. Elle avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage, mais la maladie l'avait forcée à prendre sa retraite plus tôt. Maintenant, elle survivait grâce à sa petite retraite et à l'aide occasionnelle des voisins du squat. « Ma petite fille est très intelligente, vous savez ?» dit Madame Mercedes avec fierté, même au milieu de sa fragilité. Elle a d'excellentes notes à l'école. Elle ne manque jamais, même quand on n'a pas d'argent pour le goûter. Elle veut devenir médecin quand elle sera grande, pour s'occuper de moi. Je lui dis toujours qu'elle y arrivera, qu'elle a du talent. » Auguste regarda Isabelle, qui s'était assise sur son matelas et faisait maintenant ses devoirs, la faible lumière d'une ampoule suspendue au plafond éclairant son cahier. Il s'approcha et vit qu'il s'agissait d'exercices de mathématiques de niveau avancé pour son âge. La fillette les résolvait avec aisance, son écriture soignée malgré les conditions précaires. « Tu aimes les mathématiques ?» demanda Auguste, s'asseyant par terre à côté d'elle. « J'adore ça », répondit Isabelle, les yeux brillants. « C'est ma matière préférée. La maîtresse a dit que je pourrais avoir une bourse d'études si je continue comme ça. Mais je dois d'abord aider mamie. » Quelque chose se brisa en Auguste à ce moment-là. Il y avait là une enfant brillante, au potentiel immense, vivant dans des conditions inhumaines, s'occupant d'une grand-mère malade, et qui pourtant gardait ses notes élevées et ses rêves vivants. Pendant ce temps, il avait gaspillé une vie entière à accumuler de l'argent sans but, sans rien laisser de véritablement précieux derrière lui. Il sortit son portefeuille et prépara 500 €. Isabelle recula immédiatement en secouant la tête. « Non, monsieur, hier vous avez déjà beaucoup aidé. Nous ne voulons pas l'aumône. Mamie m'a appris qu'on a notre dignité même si on est pauvre. Ce n'est pas l'aumône, Isabelle, c'est de l'aide. Et les gens qui s'entraident construisent un monde meilleur. Ta grand-mère a besoin de meilleurs médicaments, et tu as besoin de fournitures scolaires. S'il te plaît, accepte. » Madame Mercedes intervint depuis son lit, sa voix faible mais ferme. « Accepte, ma chérie, ce monsieur est bon. Dieu récompensera sa générosité. » Auguste laissa l'argent sur le matelas et se leva pour partir, mais Isabelle le retint par la manche de son costume coûteux. Elle ouvrit un cahier de dessin et en arracha soigneusement une page. C'était un dessin simple, fait avec des crayons de couleur usée, montrant un ange aux ailes dorées. « C'est pour vous, » dit-elle en lui tendant le papier. « Vous êtes notre ange. » Auguste prit le dessin avec des mains tremblantes. C'était le premier cadeau sincère, fait avec un amour pur et désintéressé, qu'il recevait en 50 ans. Des
Larmes, qui n'avaient pas coulé depuis sa jeunesse, menacèrent de s'échapper de ses yeux bleus. Il rangea soigneusement le dessin dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur qui défaillait. « Je reviendrai bientôt, » promit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. » Il écrivit son numéro de portable sur un papier et le laissa à Madame Mercedes. Les jours suivants, Auguste se retrouva à faire quelque chose de complètement nouveau. Il retournait régulièrement au squat, apportant des sacs de nourriture, des médicaments importés pour Madame Mercedes, des fournitures scolaires complètes pour Isabelle. Il commença à payer pour qu'un médecin privé rende visite à la vieille dame chaque semaine, surveillant son état fragile. Il discutait avec Isabelle de ses études, l'aidait avec ses leçons les plus difficiles, écoutait ses rêves de devenir médecin. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Auguste Chevalier sentait que son argent avait un but réel. Il ne construisait pas un autre immeuble ou ne concluait pas une autre affaire. Il faisait une différence dans la vie de deux personnes qui en avaient vraiment besoin. Et étrangement, ses visites dans une pièce moisie d'un squat abandonné devinrent la partie la plus significative de ses jours comptés. Un mois s'était écoulé depuis cette première rencontre au feu rouge et la vie d'Auguste Chevalier avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ses matinées ne commençaient plus par des réunions de direction ou des conférences avec des investisseurs. Elles commençaient par une visite au squat de la rue de l'Aurore, apportant un petit déjeuner frais et discutant avec Isabelle de ses études pendant que Madame Mercedes se reposait sur son matelas, sa santé légèrement améliorée grâce aux médicaments coûteux qu'Auguste fournissait. C'était un mardi matin, lorsque le téléphone portable d'Auguste sonna avec insistance alors qu'il révisait des contrats dans son bureau panoramique de l'avenue des Champs-Élysées. C'était un numéro inconnu, et il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. De l'autre côté de la ligne, la voix désespérée d'une voisine du squat le figea. Madame Mercedes s'était évanouie. Elle avait du mal à respirer, et Isabelle était terrifiée. Auguste laissa tout tomber et se précipita. Son chauffeur privé n'avait jamais conduit aussi vite dans les rues embouteillées de Paris. Quand il arriva au squat, il trouva un petit attroupement au 4e étage. Madame Mercedes était pâle, en sueur, froide, la main pressée contre sa poitrine. Isabelle pleurait désespérément à ses côtés, essayant en vain de soulager sa grand-mère. Sans hésiter, Auguste appela le SAMU, mais il contacta également son équipe médicale privée. Il savait que dans le système public, l'attente pourrait être fatale. Lorsque l'ambulance du SAMU arriva et que les ambulanciers diagnostiquèrent un infarctus, Auguste prit une décision qui allait tout changer. Il utilisa toute son influence et ses contacts pour que Madame Mercedes soit immédiatement transférée à l'hôpital américain de Paris, le centre de cardiologie privé le plus renommé de la ville, où il avait des relations avec la direction. Isabelle accompagna sa grand-mère dans l'ambulance, tenant sa main froide, ses larmes mouillant son uniforme scolaire usé. Auguste suivit dans sa voiture, passant des appels les uns après les autres, s'assurant que les meilleurs cardiologues attendraient l'arrivée de Madame Mercedes. L'argent n'était pas un problème. Il ne l'avait jamais été, mais maintenant, il l'utilisait enfin pour quelque chose qui comptait vraiment. À l'hôpital, tandis que Madame Mercedes était emmenée d'urgence au bloc opératoire pour une angioplastie en urgence, Isabelle resta dans la salle d'attente, perdue dans un monde beaucoup plus grand et plus effrayant que tout ce qu'elle connaissait. Auguste s'assit à côté d'elle, et pour la première fois de sa vie professionnelle calculée, il prit la petite main sale d'une enfant et la serra de toutes ses forces. « Elle va s'en sortir, Isabelle. Les meilleurs médecins s'occupent d'elle. »« Et si elle ne s'en sort pas ?» demanda la fillette, la voix brisée. « Et si je me retrouve seule ?»« Tu ne seras pas seule, je te le promets. » L'opération dura 5 heures. 5 heures pendant lesquelles Auguste ne lâcha pas la main d'Isabelle, ne vérifia pas ses emails, ne répondit à aucun des dizaines d'appels de son bureau. Il resta simplement là, lui offrant la sécurité dont une enfant de 8 ans avait besoin lorsque son monde s'effondrait. Quand le chirurgien sortit enfin, apportant la bonne nouvelle que l'opération avait réussi et que Madame Mercedes était stable, Isabelle s'effondra dans les bras d'Auguste, pleurant de soulagement. Il la serra contre lui, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, une protection féroce, un amour qui n'avait ni nom ni explication rationnelle. Mais il y avait un problème pratique. Madame Mercedes devrait rester hospitalisée pendant au moins 3 semaines, suivie de mois,
de convalescence et de rééducation cardiaque. Et Isabelle n'avait nulle part où aller. Le squat n'était pas un endroit sûr pour une enfant seule, et il n'y avait aucun parent proche qui pouvait s'occuper d'elle. Auguste prit la décision sans réfléchir une seconde. Isabelle resterait avec lui dans son penthouse du 16e arrondissement jusqu'à ce que sa grand-mère soit rétablie. L'expression d'Isabelle, lorsqu'elle entra pour la première fois dans le penthouse d'Auguste, fut quelque chose qu'il garderait à jamais en mémoire. Ses yeux écarquillés parcoururent les 500 mètres carrés de luxe, les meubles de designer, la vue panoramique sur la ville à travers les baies vitrées, le piano à queue blanc qu'il n'avait jamais appris à jouer. C'était comme si elle était entrée dans un conte de fées. « C'est si beau », murmura-t-elle, craignant de toucher quoi que ce soit. « C'est aussi ta maison maintenant, » dit Auguste, « pour aussi longtemps que tu en auras besoin. » Il lui prépara l'une des chambres d'amis, un espace qui n'avait jamais été utilisé car il ne recevait jamais de visite. Il lui acheta de nouveaux vêtements, des jouets, des livres. Il engagea une professeure particulière pour s'assurer qu'elle ne perde pas son année scolaire pendant que sa grand-mère était hospitalisée. Et pour la première fois depuis des décennies, sa maison gigantesque et vide commença à ressembler à un foyer. Les premières nuits furent difficiles. Isabelle se réveillait en pleurant, sa grand-mère lui manquait, effrayée par des cauchemars. Auguste, qui n'avait jamais consolé personne de sa vie, apprit à s'asseoir au bord de son lit, à lui tenir sa petite main et à lui chanter doucement des berceuses que sa propre mère lui chantait quand il était enfant, des souvenirs enfouis depuis un demi-siècle. Pendant la journée, ils établirent une routine. Le matin, ils rendaient visite à Madame Mercedes à l'hôpital. Isabelle apportait de nouveaux dessins, lui racontait ses leçons avec la professeure particulière, et Auguste discutait avec les médecins des progrès de sa convalescence, payant pour chaque traitement de pointe disponible. L'après-midi, Isabelle étudiait pendant qu'Auguste travaillait depuis son bureau à domicile, mais il se surprenait constamment à interrompre ses visioconférences pour l'aider avec un problème de maths ou simplement pour la regarder, concentrée, la langue tirée en résolvant des problèmes complexes. Les soirées étaient les meilleurs moments. Ils dînaient ensemble, à l'immense table de la salle à manger, juste eux deux, dans un espace qui pouvait accueillir 20 personnes. Isabelle racontait ses rêves de devenir médecin, d'avoir un jour une belle maison comme celle-ci, de pouvoir aider d'autres enfants pauvres comme elle l'avait été. Et Auguste, pour la première fois, parlait de sa propre enfance modeste, de la façon dont il avait bâti son empire à partir de rien, mais aussi des regrets de n'avoir jamais fondé de famille. « Pourquoi vous n'avez jamais eu d'enfant ?» demanda Isabelle un soir, son innocence enfantine allant droit au but. « Vous seriez un papa formidable. » La question frappa Auguste comme un coup de poing à l'estomac. « J'ai toujours cru que je n'avais pas le temps, que les affaires étaient plus importantes. Mais j'avais tort, Isabelle, très tort. Il n'est pas trop tard, dit-elle avec l'étrange sagesse des enfants. Vous pouvez encore être le papa de quelqu'un. » 3 semaines passèrent comme un rêve. La présence d'Isabelle transforma complètement le penthouse froid et impersonnel en un lieu vivant et plein de lumière. Des rires résonnaient dans les couloirs, des dessins étaient collés sur le réfrigérateur en acier inoxydable, des jouets étaient éparpillés dans le salon minimaliste. La gouvernante, Madame Rose, qui travaillait pour Auguste depuis 15 ans, et échangeait à peine 2 mots avec lui, souriait maintenant constamment en voyant son patron jouer à cache-cache avec la fillette ou l'aider à faire des biscuits dans la cuisine de chef qui n'avait jamais servi à autre chose qu'à réchauffer des plats préparés. Un soir, après qu'Isabelle se fut endormie, Auguste resta dans son bureau à regarder le dessin de l'ange qu'elle lui avait donné, maintenant encadré et accroché au mur. Il pensa à son diagnostic, aux semaines qui s'étaient écoulées, au temps qui s'épuisait, et il prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Isabelle était excitée car sa grand-mère devait sortir de l'hôpital dans 2 jours. Mais lorsque la conversation aborda inévitablement le moment où elle devrait retourner au squat, la fillette se tut, remuant les œufs brouillés dans son assiette. « Ça va me manquer ici, dit-elle à voix basse, et vous aussi. Vous me faites me sentir en sécurité. » Auguste prit une profonde inspiration. « Isabelle, et si tu n'avais pas à y retourner? Et si toi et ta grand-mère veniez vivre ici avec moi? J'ai beaucoup de place et vous êtes devenues toutes les 2 très importantes pour moi. » Les yeux d'Isabelle s'emplirent instantanément de larmes. « Vraiment ?»
Mais pourquoi? Nous sommes pauvres, nous n'avons rien à vous offrir. Vous m'offrez quelque chose que l'argent n'a jamais pu acheter. Une famille, un but, un amour véritable. » Isabelle se leva de sa chaise et courut l'embrasser, ses larmes mouillant le peignoir en soie d'Auguste. « Je vous aime, monsieur Auguste. Vous êtes le papa que j'ai toujours voulu avoir. » Les mots frappèrent Auguste avec une force dévastatrice. Pour la première fois en 72 ans, il s'autorisa à pleurer ouvertement, serrant contre lui cet enfant qui avait tout changé dans sa vie en quelques semaines seulement. Et là, ce matin ensoleillé dans son penthouse du 16e arrondissement, il répondit avec des mots qu'il n'avait jamais dits à personne de toute son existence. « Je t'aime aussi, Isabelle, plus que tu ne peux l'imaginer. » Le rendez-vous de suivi avec le docteur Henry était prévu pour un jeudi matin. Auguste avait évité de trop penser à son état ces dernières semaines, tant il était absorbé par les soins d'Isabelle et de Madame Mercedes. Mais la réalité ne peut être ignorée éternellement, et les symptômes devenaient impossibles à cacher. La fatigue constante, la perte de poids malgré une meilleure alimentation, les douleurs qui survenaient par vagues de plus en plus fréquentes. Il demanda à Isabelle de rester à la maison avec Madame Rose pendant qu'il se rendait à l'hôpital, inventant une excuse au sujet d'une importante réunion d'affaires. La fillette le serra dans ses bras avant son départ, et Auguste dut s'efforcer de ne pas montrer la peur qui le consumait. Dans le cabinet, le docteur Henry ne put cacher son inquiétude en examinant les nouveaux résultats. La progression du cancer était plus rapide que prévu. La tumeur grossissait, affectant les organes adjacents, et les marqueurs tumoraux étaient en flèche. « Auguste, je dois être honnête avec vous, » dit le médecin en retirant ses lunettes et en se massant l'arête du nez. « Avec un traitement agressif, une chimiothérapie intensive, nous pourrons peut-être gagner 4 ou 5 mois. Sans traitement, il vous reste au maximum 2 mois. » Le chiffre était brutal dans sa franchise. 2 mois, 8 semaines, 60 jours pour mettre ses affaires en ordre, pour faire tous ses adieux, pour s'assurer qu'Isabelle serait en sécurité quand il ne serait plus là. « Je vais faire la chimiothérapie, » dit Auguste avec détermination. « J'ai besoin de temps. J'ai des choses importantes à régler. » En sortant de l'hôpital, au lieu de rentrer chez lui, Auguste se rendit au cabinet de son avocat personnel, maître Robert Mendes, qui s'occupait de ses affaires juridiques depuis plus de 20 ans. C'était un homme sérieux et compétent, habitué à gérer des transactions millionnaires et des contrats complexes, mais il n'avait jamais vu son patron aussi déterminé et émotionnellement impliqué que ce jour-là. « Robert, je dois adopter une enfant, et il faut que cela se fasse le plus vite possible. » L'avocat faillit s'étouffer avec le café qu'il buvait. « Adopter ? Auguste, vous êtes sûr ? C'est une procédure complexe qui prend des mois, parfois des années. Il y a des évaluations psychologiques, des visites des services sociaux, toute une série d'exigences légales. Je n'ai pas des années, Robert. J'ai à peine quelques mois. Je veux adopter Isabelle Santos. Elle a 8 ans. Elle vit temporairement avec moi pendant que sa grand-mère se remet d'une opération du cœur. Elle a besoin d'une famille, et j'ai besoin de laisser mon patrimoine à quelqu'un qui le mérite vraiment. » Dans les heures qui suivirent, Auguste raconta toute l'histoire à Robert, de la rencontre au feu rouge jusqu'à présent. L'avocat écouta avec une attention croissante, et Auguste vit des larmes dans les yeux de ce professionnel habituellement impassible lorsqu'il eut terminé. « C'est la plus belle chose que vous ayez faite de toute votre vie, Auguste, » dit Robert. « Je vais mobiliser toute mon équipe. Nous allons accélérer le processus autant que possible, mais vous devez parler à la grand-mère de la fillette. Nous avons besoin de son autorisation, c'est fondamental. » 2 jours plus tard, alors que Madame Mercedes sortait enfin de l'hôpital, Auguste prépara la conversation la plus importante de sa vie. Il lui avait aménagé l'une des chambres du penthouse, avec un lit médicalisé réglable, tout l'équipement médical nécessaire, et avait engagé une infirmière privée pour suivre sa convalescence. Lorsque Madame Mercedes fut installée, encore fragile mais visiblement mieux, Auguste demanda à lui parler en privé. Isabelle était à l'école privée où il lui avait obtenu une place avec une bourse complète, garantissant que son éducation se poursuivrait au plus haut niveau. « Madame Mercedes, » commença-t-il en s'asseyant à côté de son lit, « je dois vous dire quelque chose de très important. Quelque chose qui expliquera pourquoi j'ai fait tout cela pour vous. » La vieille dame le regarda de ses yeux sages et fatigués, et Auguste comprit qu'elle se doutait déjà de quelque chose. Il lui raconta tout,
Le diagnostic dévastateur, les mois comptés qui lui restaient, la solitude absolue qui avait consumé toute sa vie jusqu'à sa rencontre avec Isabelle. Et puis, la voix étranglée par l'émotion, il fit la demande qui allait tout changer. « Je veux adopter Isabelle. Je veux qu'elle soit officiellement ma fille, mon héritière. Je veux lui laisser toute ma fortune, garantir qu'elle ait toutes les opportunités qu'elle mérite, qu'elle puisse réaliser son rêve de devenir médecin. Et je veux que vous veniez vivre ici avec nous pour toujours. Isabelle a autant besoin de vous que de moi. » Des larmes coulaient librement sur le visage ridé de Madame Mercédès. Elle tendit sa main tremblante et serra celle d'Auguste de toutes les forces qu'elle put rassembler. « Depuis que ma fille a quitté ce monde, j'ai prié chaque jour pour que Dieu envoie quelqu'un pour protéger ma petite fille quand je ne serai plus là. Et il vous a envoyé, Auguste. Un ange déguisé en homme d'affaires. Oui, 1000 fois, oui. Isabelle sera votre fille, et je vous en serai éternellement reconnaissante. » Cet après-midi-là, quand Isabelle rentra de l'école, Auguste et Madame Mercédès l'appelèrent dans le salon. La fillette s'assit sur le canapé entre eux deux, ses yeux curieux allant de l'un à l'autre, sentant que quelque chose d'important allait se produire. « Isabelle, » commença Auguste, la voix pleine d'émotion, « tu as dit un jour que je serais un bon père. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton père pour de vrai. Pas seulement en pratique, mais légalement. J'aimerais t'adopter si tu m'acceptes. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent et elle regarda sa grand-mère comme pour lui demander la permission de ressentir le bonheur qui explosait dans sa poitrine. Madame Mercédès sourit et hocha la tête, ses propres larmes coulant à nouveau. « Vraiment ?» demanda Isabelle, sa voix un murmure incrédule. « Je vais être votre fille pour de vrai? Je vais avoir votre nom de famille? Si tu le veux. Tu seras Isabelle Santos Chevalier, ma fille, mon héritière, ma plus grande fierté. » Isabelle se jeta dans les bras d'Auguste, sanglotant de bonheur, et il la serra comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. Qu'elle était en effet. Madame Mercédès posa sa main sur leurs deux têtes, bénissant cette nouvelle famille qui se formait d'une manière si improbable et merveilleuse. Les mois suivants furent un mélange de bonheur intense et de tristesse cachée. Le processus d'adoption avançait, Maître Robert utilisant tous ses contacts et la situation unique d'Auguste pour accélérer les démarches. Les visites des services sociaux étaient fréquentes, mais il était impossible de ne pas voir à quel point Isabelle s'épanouissait dans cet environnement, à quel point Auguste se consacrait à être le meilleur père qu'elle puisse avoir, même tardivement. Le penthouse se transforma complètement. Là où il n'y avait auparavant que des meubles de designer et des œuvres d'art coûteuses, il y avait maintenant de la vie. Les dessins d'Isabelle couvraient les murs, ses rires résonnaient dans les couloirs, la cuisine sentait toujours quelque chose préparé par Madame Mercédès, qui insistait pour cuisiner malgré les limites de son état. Ils dînaient ensemble tous les soirs, se racontaient des histoires, regardaient des films blottis sur l'immense canapé. Auguste commença la chimiothérapie en secret, programmant les séances quand Isabelle était à l'école. Il utilisait l'excuse de réunion de travail pour expliquer ses absences et cachait les effets secondaires du mieux qu'il pouvait. Mais une enfant de 8 ans est plus observatrice que les adultes ne l'imaginent. Isabelle commença à remarquer sa fatigue croissante, la façon dont il devait parfois se tenir au meuble pour ne pas chanceler, les médicaments qui commençaient à apparaître discrètement dans la maison. Un soir, après que Madame Mercédès fut allée se coucher, Isabelle entra dans le bureau d'Auguste et le trouva assis dans son fauteuil, les yeux fermés, clairement épuisé. Elle s'approcha en silence et monta sur ses genoux, comme elle avait pris l'habitude de le faire depuis qu'elle vivait là. « Papa, dit-elle, utilisant pour la première fois ce mot qu'Auguste n'était pas encore légalement autorisé à entendre, mais qui sonnait comme une musique céleste. « Tu es malade, n'est-ce pas ?» Auguste savait qu'il ne pouvait plus lui mentir. Pas à ses yeux qu'il voyait avec tant de clarté et d'amour. « Oui, ma fille, mais je suis un traitement, les médecins s'occupent de moi. »« Tu vas guérir ?» La question simple exigeait une réponse honnête, mais Auguste ne pouvait pas détruire l'espoir de cet enfant. « Je vais me battre de toutes mes forces, parce que maintenant je t'ai, et tu me donnes des raisons de me battre. » Isabelle le serra fort contre elle, son petit visage enfoui dans son cou. « Quand je serai grande et que je serai médecin, je trouverai le remède et je te sauverai. Je te le promets. » Auguste serra sa fille dans ses bras.
sentant les larmes mouiller sa chemise, et souhaita de toute la force de son cœur malade qu'il puisse vivre pour voir ce rêve se réaliser. Mais il savait que le temps s'épuisait, et il devait s'assurer que l'avenir d'Isabelle était assuré quoi qu'il arrive. 3. Mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle avait emménagé dans le penthouse, et le contraste entre le bonheur de la fillette et le déclin visible d'Auguste était de plus en plus douloureux à observer. L'adoption avait été finalisée en un temps record, grâce aux efforts extraordinaires de Maître Robert et aux circonstances particulières de l'affaire. Isabelle Santos Chevalier était désormais officiellement sa fille, son nom enregistré à l'état civil, tous les documents légaux en ordre. Le jour où ils reçurent les papiers définitifs de l'adoption, Auguste organisa une petite célébration juste pour eux trois. Madame Mercedes prépara un gâteau simple mais fait avec tout l'amour qu'elle avait, et Isabelle n'arrêtait pas de regarder son nouvel acte de naissance où figurait Auguste Chevalier comme son père. C'était le document le plus précieux qu'elle ait jamais possédé. Elle le tenait avec tant de soin, comme s'il était de cristal, et répétait à voix haute son nouveau nom complet, savourant chaque syllabe. « Isabelle Santos Chevalier », disait-elle en souriant jusqu'aux oreilles. « On dirait un nom de personne importante, papa. »« C'est un nom de personne importante, » répondit Auguste, les yeux brillants malgré sa fatigue visible. « Tu es la personne la plus importante de ma vie, Isabelle. Ne l'oublie jamais. » Mais la joie de cette réussite était assombrie par la réalité qui devenait impossible à ignorer. Auguste était visiblement plus maigre, sa peau avait un teint grisâtre, et il y avait des jours où il parvenait à peine à sortir du lit. La chimiothérapie ne produisait pas l'effet escompté, et le docteur Henry avait été brutalement honnête lors de la dernière consultation. C'était une question de semaines, peut-être un mois ou deux au maximum. Le cancer s'était propagé, et la médecine ne pouvait plus rien faire d'autre que de gérer la douleur. Madame Mercedes connaissait la vérité. Auguste lui avait parlé en privé, expliquant qu'il devait préparer Isabelle à ce qui allait arriver. Ensemble, ils essayèrent de créer les meilleurs derniers moments possibles pour la fillette, tout en protégeant son innocence autant qu'ils le pouvaient. Les matinées étaient consacrées au petit déjeuner au lit, Auguste s'assurant d'être présent même lorsque la douleur était presque insupportable. Les après-midi étaient faits de devoirs et de conversations sur l'avenir. Les soirées étaient sacrées, des moments où tous les trois se réunissaient dans le salon et partageaient des histoires, des rires et l'amour silencieux qui les unissait. Un dimanche, après-midi pluvieux, Auguste appela Isabelle dans son bureau. Elle entra en sautillant, comme toujours, mais s'arrêta en voyant le sérieux sur le visage de son père. Il était assis dans son fauteuil en cuir et lui fit signe de s'asseoir sur ses genoux. Isabelle obéit et sentit immédiatement à quel point il était plus maigre, plus fragile, si différent de l'homme qu'elle avait connu quelques mois plus tôt. Son cœur d'enfant savait déjà ce qui se passait, mais refusait de l'accepter. « Ma fille, commença-t-il, sa voix faible mais ferme, je dois te parler de quelque chose de très difficile. Tu sais que je suis malade, mais il y a des choses que je ne t'ai pas dites parce que je voulais te protéger. Mais tu es trop intelligente pour ne pas te rendre compte de ce qui se passe et tu mérites la vérité. » Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle serra son père fort contre elle, comme si elle pouvait le garder là pour toujours par la seule force de son amour. « Ma maladie est incurable, Isabelle. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont essayé tous les traitements disponibles, mais mon corps est très fatigué. Bientôt je vais devoir partir, je vais devoir te quitter. Pas parce que je le veux, mais parce que je n'ai pas le choix. »« Non !» cria Isabelle, ses larmes commençant à tomber comme la pluie. « Je ne veux pas que tu partes. Tu es mon père, j'ai besoin de toi. Tu as promis qu'on aurait de nombreuses années ensemble. » Auguste la serra contre lui pendant qu'elle sanglotait, ses propres larmes coulant en silence. Il avait plus pleuré ces derniers mois que durant toute sa vie d'adulte. « Je sais, mon amour, je sais. Et moi aussi, je voulais avoir plus de temps. Je voulais te voir grandir, te voir entrer à l'université, te voir devenir médecin, te conduire à l'hôtel un jour. Mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Et moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu m'as donné les mois les plus heureux de toute ma vie. Tu m'as appris ce que c'est que d'aimer vraiment, ce que c'est que d'avoir une famille. Mais quand je partirai, tu ne seras pas seul. Tu auras ta grand-mère, tu auras cette maison, tu auras toute la structure nécessaire pour réaliser tes rêves.
Mais je ne t'aurai pas, toi, pleura-t-elle en enfouissant son visage dans sa poitrine. Tu m'auras toujours dans ton cœur, et chaque fois que tu aideras quelqu'un, chaque fois que tu utiliseras tes connaissances pour faire le bien, je serai là, fier de toi. La mort ne peut pas emporter l'amour, Isabelle. L'amour continue, toujours. Dans les jours qui suivirent, Auguste passa chaque moment éveillé avec Isabelle. Il l'aidait à faire ses devoirs, même lorsqu'il était trop épuisé pour se tenir debout. Il lui racontait des histoires de sa vie, de son enfance modeste, de la façon dont il avait bâti son empire par le travail acharné et la détermination. Il lui enseignait tout ce qu'il pouvait sur les affaires, sur la gestion financière, sur l'importance d'utiliser l'argent pour aider les autres. Il voulait lui laisser non seulement sa fortune, mais aussi sa sagesse, tout ce qu'il avait appris en 72 ans de vie. « Isabelle, lui dit-il lors d'une de ces conversations, tu vas hériter de beaucoup d'argent, plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Mais l'argent n'est qu'un outil. Tu peux l'utiliser pour construire ou pour détruire, pour aider ou pour nuire. J'ai passé une grande partie de ma vie à accumuler sans but. Tu dois l'utiliser pour multiplier le bien. Tu me le promets ? Je te le promets, papa. Je l'utiliserai pour aider d'autres enfants comme moi. Je construirai des hôpitaux, des écoles. Je donnerai des bourses d'études. Je te rendrai fier. Je suis déjà fier de toi, ma fille, plus que tu ne peux l'imaginer. » Une semaine avant la fin, Auguste réunit dans son penthouse tous ses avocats et exécuteurs testamentaires. C'était un jeudi après-midi, et il avait soigneusement planifié cela pour que ce soit un jour où Isabelle aurait une activité spéciale à l'école, une sortie au planétarium qui l'enthousiasmait. Madame Mercedes était présente, ainsi que l'infirmière privée qui s'occupait désormais de lui à plein temps. Le salon était rempli d'hommes en costume, des documents étalés sur la table basse, une formalité nécessaire mais douloureuse. Maître Robert, avec sa mallette en cuir usé et ses lunettes au bout du nez, lut le testament à voix haute, la voix étranglée par l'émotion. Lui et Auguste étaient amis depuis plus de 2 décennies, et il était là, témoin du dernier acte d'un homme qui avait enfin trouvé la rédemption. Auguste avait légué toute sa fortune, estimée à 1,3 milliard d'euros, à sa fille adoptive Isabelle Santos Chevalier. Le document détaillait des investissements dans des fonds conservateurs qui garantiraient des revenus stables, des actions de sociétés solides, des propriétés dans des emplacements privilégiés. 10% de cette somme serait destinée à la création d'une fondation à son nom, axée sur l'offre de bourses d'études et de soutien aux enfants défavorisés souhaitant étudier la médecine. La fondation aurait une équipe administrative professionnelle, mais Isabelle en aurait le contrôle total à ses 18 ans. Pour Madame Mercedes, il assurait une pension à vie de 50 000 € par mois. La propriété du penthouse où elle vivait, évaluée à plus de 10 millions d'euros, une voiture de luxe avec chauffeur à disposition et le meilleur plan de santé disponible dans le pays. Elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent ou des soins médicaux. Il y aurait également un compte séparé avec 1 million d'euros pour toute urgence ou désir qu'elle pourrait avoir. Il y avait aussi des instructions détaillées pour les administrateurs de la fortune, garantissant qu'Isabelle aurait des tuteurs financiers responsables jusqu'à ses 18 ans, des personnes qu'Auguste avait personnellement sélectionnées pour leur intégrité et leur expérience. Une partie des ressources serait investie dans une éducation d'excellence pour elle, y compris une école privée, une université, un 3e cycle et toute spécialisation médicale qu'elle souhaiterait suivre, que ce soit en France ou à l'étranger. Rien ne lui serait refusé en termes d'opportunités éducatives. Quand le testament fut lu, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Des hommes habitués à traiter des millions d'euros dans des transactions froides et calculées se surprirent à essuyer discrètement des larmes. Auguste Chevalier, l'homme qui avait passé toute sa vie à accumuler des richesses sans but, avait enfin trouvé l'usage parfait pour chaque centime qu'il possédait. « Je ne veux pas que ma fille soit seulement riche, » dit Auguste avec difficulté, sa respiration laborieuse, chaque mot un effort visible. « Je veux qu'elle soit généreuse. Je veux qu'elle utilise cet argent pour changer des vies, comme vous deux avez changé la mienne. Je veux qu'elle comprenne que l'argent sans but n'est que du papier, mais que l'argent utilisé avec amour peut transformer le monde. Maître Robert, vous vous assurerez qu'elle comprenne cela? Je le ferai, Auguste, je vous le promets. Et je serai là pour la guider chaque fois qu'elle en aura besoin. » Les derniers jours furent les plus difficiles. Auguste était désormais alité en permanence,
dans sa chambre transformée en une mini-unité de soins intensifs à domicile, connectée à des machines qui surveillaient ses faibles signes vitaux et administraient des médicaments pour contrôler la douleur. Mais Isabelle ne le quittait pas. Elle manquait l'école, ignorant les douces protestations de Madame Mercedes, et passait des heures assise sur le lit à côté de son père, lui tenant sa main froide, lui racontant ses rêves, lui lisant les livres qu'il lui avait achetés. Elle lisait des histoires d'aventure, des poèmes, même des extraits de livres de médecine qu'elle commençait déjà à étudier par elle-même. Un samedi matin, alors que le soleil entrait doucement par la fenêtre de la chambre, peignant tout de tons dorés, Auguste se réveilla en sentant que le moment était venu. Il y avait une clarté dans son esprit, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Il demanda à Isabelle et à Madame Mercedes de s'approcher. Elles s'assirent sur le lit, une de chaque côté, lui tenant les mains avec tout l'amour qu'elles avaient. « Vous deux, vous êtes ma famille », murmura-t-il. Chaque mot un effort immense, sa voix à peine plus qu'un filet. « Mes plus grands trésors. En 72 ans, j'ai accumulé des milliards, mais je n'ai découvert ce qui comptait vraiment que ces derniers mois. Isabelle, promets-moi que tu étudieras beaucoup, que tu seras la meilleure médecin que tu puisses être, que tu aideras d'autres enfants comme tu as été aidé. Tu me le promets ?»« Je te le promets, papa, » sanglota Isabelle en lui serrant la main. « Je promets que je te rendrai fier chaque jour de ma vie. Je sauverai beaucoup d'enfants. Je leur donnerai la chance que tu m'as donnée. Je suis déjà fier. Je serai toujours fier. Tu es ma plus grande réussite, ma fille. Pas les immeubles, pas l'argent. Toi. Et Mercedes, continua-t-il, en tournant légèrement la tête pour regarder la dame qui était devenue comme une mère pour lui, prends soin de notre fille. Enseigne-lui les valeurs que tu m'as enseignées. La dignité, la générosité, l'amour véritable. Tu es la matriarche de cette famille, la base de tout. Je m'en occuperai, Auguste. Pars en paix. Tu as fait plus pour nous que nous. Ne pourrons jamais te remercier en 1000 vies. Tu nous as sauvés, et maintenant tu vas vers un repos bien mérité. Je veillerai à ce qu'Isabelle devienne tout ce dont tu as rêvé, et plus encore. » Auguste sourit faiblement, un dernier sourire serein et paisible. Il serra les mains des deux femmes qui avaient donné un sens à ces derniers mois et ferma les yeux. Il y avait de la paix sur son visage, une sérénité qu'il n'avait jamais connue de son vivant. Les rides de soucis qui avaient toujours marqué son front avaient disparu. Il avait trouvé à la fin ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Un amour inconditionnel, une vraie famille, et un héritage qui transcendait l'argent. Isabelle posa sa tête sur la poitrine de son père, écoutant son cœur battre de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il se taise enfin pour toujours. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant, un chagrin profond qui venait des tréfonds de son âme, mais même à travers cette douleur dévastatrice, il y avait de la gratitude. La gratitude d'avoir connu cet homme incroyable, d'avoir été aimé par lui de manière si complète et inconditionnelle, d'avoir eu, même brièvement, le père dont elle avait toujours rêvé. Madame Mercedes serra sa petite fille dans ses bras, ses propres larmes coulant silencieusement sur les cheveux de la fillette, et ensemble, elles restèrent là de longues minutes, honorant la mémoire d'Auguste Chevalier, l'homme d'affaires milliardaire qui avait découvert dans ses dernières semaines de vie que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent accumulé, mais dans l'amour partagé. L'infirmière, respectueusement, attendit en silence avant de procéder aux gestes nécessaires permettant à cette petite famille d'avoir son moment d'adieu privé. Les funérailles furent discrètes, comme Auguste l'avait demandé dans ses dernières instructions. Peu de gens étaient présents, principalement des collègues d'affaires qui ne le connaissaient que superficiellement, des cadres qui avaient travaillé avec lui mais ne l'avaient jamais vraiment connu. Il parlait de ses réussites professionnelles, de sa vision des affaires, de son empire immobilier. Mais Isabelle savait que le véritable Auguste, l'homme qu'elle avait connu, était bien plus que cela. Il était le père qui l'aidait à faire ses devoirs, qui lui chantait des berceuses avant de dormir, qui lui avait appris qu'aimer était plus important que de gagner. Isabelle était là, vêtue de noir, une robe simple que Madame Mercedes avait achetée spécialement pour l'occasion, tenant fermement la main de sa grand-mère, essayant d'être forte. Et ce fut elle qui déposa la première fleur sur le cercueil. C'était une marguerite blanche, sa fleur préférée, et elle murmura une promesse que seul le vent et son cœur entendirent. « Je te rendrai fier de moi, papa.
Je sauverai de nombreuses vies en ton nom, je le jure. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'Isabelle tentait de surmonter la perte dévastatrice du père qu'elle avait à peine eu le temps de connaître, Madame Mercédès fut son roc inébranlable. Elle parlait tous les soirs d'Auguste, se remémorant chaque moment précieux, chaque enseignement, chaque geste d'amour. Mercédès racontait comment Auguste avait changé depuis qu'il avait rencontré Isabelle, comment il était devenu plus humain, plus aimant, plus complet. Et lentement, jour après jour, Isabelle commença à comprendre que bien qu'il soit parti physiquement, son héritage resterait vivant en elle, dans chaque choix qu'elle ferait, dans chaque vie qu'elle toucherait, dans chaque enfant qu'elle aiderait. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce jour douloureux où Isabelle avait dit adieu à son père. 10 ans de croissance, d'études, de transformation. Et la voilà, à 18 ans, sur la scène de l'auditorium du lycée Henri IV, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris, vêtue de la toge de diplômée et tenant le diplôme qui la consacrait major de sa promotion. Le public était comble. Des centaines de familles fières, de professeurs, d'amis. Au premier rang, les yeux brillants de larmes contenues, se trouvait Madame Mercédès, maintenant âgée de 82 ans, mais toujours forte et présente, appuyée sur sa canne élégante. À ses côtés, Raphaël, un jeune homme de 23 ans qu'Isabelle avait adopté comme un frère 5 ans plus tôt, alors qu'il était un adolescent de 15 ans vivant, dans la rue. Auguste lui avait enseigné la famille construite sur l'amour, et elle avait multiplié cette leçon. Isabelle prit une profonde inspiration et commença son discours, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium. « Chers camarades, professeurs, chère famille, aujourd'hui nous célébrons non seulement la fin d'un parcours, mais le début d'un autre bien plus grand. Il y a 10 ans, j'étais une fillette de 8 ans qui vivait dans un squat du centre de Paris, m'occupant de ma grand-mère malade, sans autre perspective que de survivre au jour le jour. Aujourd'hui, je suis diplômée de ce lycée avec les honneurs, prête à commencer mon parcours en médecine, prête à rendre au monde tout ce qui m'a été donné. » Elle marqua une pause, regardant la photo d'Auguste projetée sur l'écran derrière elle, à sa demande. C'était une photo de lui souriant, rare et précieuse, prise lors d'un de leurs dîners de famille qu'il chérissait tant. Tout a changé quand un homme extraordinaire a arrêté sa voiture à un feu rouge et a décidé de voir au-delà de la saleté et des vêtements déchirés. Auguste Chevalier, mon père, m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent que nous accumulons, mais dans les vies que nous touchons. Il m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, mais d'amour. Il m'a appris que notre responsabilité ne s'arrête pas à nous-mêmes, mais s'étend à tous ceux que nous pouvons aider. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isabelle, mais elle continua, sa voix de plus en plus forte. Mon père a vécu 72 ans à construire un empire, mais n'a trouvé son véritable but que dans les derniers mois de sa vie. Il m'a dit un jour, alors que nous dînions chez nous, que je lui avais offert le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir, la chance d'aimer et d'être aimé. Et maintenant, 10 ans après son départ, je porte en moi chaque enseignement, chaque conversation, chaque moment que nous avons partagé. Je me souviens de lui m'aidant avec des problèmes de maths, me racontant des histoires avant de dormir, m'enseignant que l'intelligence sans compassion est inutile. En son honneur, j'annonce aujourd'hui que j'ai été accepté en médecine à la Sorbonne et que j'utiliserai la Fondation Auguste Chevalier pour offrir des bourses d'études à d'autres jeunes qui, comme moi, rêvent de devenir médecins, mais n'en ont pas les moyens. La voix d'Isabelle se renforça encore plus en poursuivant. Chacun de nous ici a le pouvoir de changer une vie. Nous n'avons pas besoin d'être milliardaires. Nous avons juste besoin de voir l'autre, de tendre la main, de croire au potentiel qui existe en chaque être humain. Mon père l'a fait pour moi. Je l'ai fait pour mon frère Raphaël, et je promets de continuer à le faire pour autant d'autres que ma vie le permettra. Ce diplôme n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi, en particulier à l'homme qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer, pour faire la différence. Le public explosa en applaudissements. Madame Mercédès pleurait ouvertement, fière de la petite fille qui était devenue une jeune femme si extraordinaire. Raphaël applaudissait debout, lui-même sur le point d'entrer en faculté de médecine, inspiré par la sœur qui l'avait sorti de la rue et lui avait donné une famille. Dans toute la salle, des gens essuyèrent des larmes, touchés par l'histoire de rédemption et d'amour qu'Isabelle avait partagée.
Après la cérémonie, tandis que ses camarades prenaient des photos et célébraient avec leur famille, Isabelle, Mercedes et Raphaël se dirigèrent silencieusement vers le parking. Ils avaient un rendez-vous important, une tradition qu'Isabelle maintenait à chaque moment significatif de sa vie. Ils allèrent au cimetière du Père-Lachaise où Auguste avait été enterré. La tombe était simple mais élégante, avec une pierre tombale en marbre blanc où était gravé « Auguste Chevalier, père aimé, qui enseigna que l'amour multiplie les richesses ». Isabelle s'agenouilla devant la tombe, portant encore sa toge de diplômée, et commença à parler comme elle le faisait à chaque visite. « Salut, papa. J'ai eu mon diplôme aujourd'hui, major. De la promo, comme tu as toujours dit que je le serais. Tu sais, je me suis souvenu de cette fois où tu es resté tard le soir pour m'aider à réviser pour mon contrôle de chimie, même si tu étais si fatigué. Tu n'as jamais abandonné, même quand la maladie te consumait. Aujourd'hui, en montant sur cette scène, je t'ai senti avec moi, ta main invisible sur mon épaule me donnant de la force. » Elle marqua une pause, émue, avant de continuer. « La Fondation a déjà aidé 250 enfants. Papa, 250 vies transformées grâce à ton amour. Et chacun de ces enfants connaît ton histoire, sait qu'un homme a décidé d'utiliser ses derniers jours pour construire un héritage d'espoir. Je vais entrer à la Sorbonne, comme j'en ai toujours rêvé. Je vais étudier dans une université publique parce que tu m'as appris que le privilège entraîne la responsabilité et que je dois faire de la place pour les autres aussi. » Elle posa une marguerite blanche sur la tombe, comme à chaque visite. « Et papa, il y a autre chose. Je vais adopter Raphaël officiellement. Il va être mon vrai frère, avec des papiers et tout. Parce que tu m'as appris que la famille, c'est une question d'amour et je l'aime comme mon frère de sang. Il va aussi devenir médecin, papa. Chirurgien cardiaque, comme les médecins qui se sont occupés de mamie. Je pense que tu serais si fier de voir la famille que nous avons construite. » Madame Mercedes posa sa main sur l'épaule de sa petite fille. « Il est fier, mon amour. Où qu'il soit, il te regarde et sourit. Et moi aussi, je suis si fier. Tu es devenu tout ce dont il a rêvé et plus encore. » Raphaël s'approcha et serra dans ses bras les deux femmes qui étaient sa famille. « Merci de m'avoir donné une chance, Isa. Tu m'as littéralement sauvé la vie. J'honorerai le nom de chevalier chaque jour. » Les années passèrent comme les pages d'un livre bien écrit. Isabelle excella à la faculté de médecine, toujours parmi les meilleurs étudiants, toujours bénévole dans des projets sociaux, se souvenant toujours d'où elle venait et pourquoi elle était là. Ses professeurs la citaient souvent en exemple pour son dévouement et sa compassion, deux qualités qu'elle avait apprises de son père. Raphaël suivit ses traces, entrant également en médecine, 2 ans plus tard, et les deux étudiaient souvent ensemble, se soutenant mutuellement à travers les nuits blanches de révision et les gardes épuisantes. Et Madame Mercedes, défiant toutes les attentes médicales, resta forte, prenant soin de ses petits-enfants, cuisinant ses recettes traditionnelles, maintenant vivante la mémoire d'Auguste dans chaque conversation, dans chaque histoire racontée lors des dîners de famille. 20 ans après son diplôme de fin d'études secondaires, à 28 ans, la docteure Isabelle Santos Chevalier était au sommet de sa carrière. Spécialisée en pédiatrie et en oncologie pédiatrique, elle avait utilisé une partie de son héritage pour construire un hôpital à Saint-Denis, l'une des plus grandes communes de la banlieue parisienne. L'hôpital Auguste Chevalier accueillait des milliers d'enfants gratuitement, offrant des traitements de pointe qui étaient auparavant inaccessibles aux familles pauvres. Le bâtiment moderne et accueillant avait des murs peints de couleurs vives, des jardins thérapeutiques et une équipe dévouée qui partageait la vision d'Isabelle, selon laquelle des soins de qualité sont un droit, pas un privilège. Le jour de l'inauguration de la nouvelle aile d'oncologie pédiatrique, Isabelle était radieuse. À ses côtés, le docteur Raphaël Chevalier, maintenant âgé de 33 ans et chirurgien cardiovasculaire respecté, qui avait rendu l'amour de sa sœur en consacrant sa carrière à sauver des vies. Et assise dans un fauteuil roulant, mais les yeux brillants de vie et de lucidité, Madame Mercedes, à 92 ans, était témoin d'une autre réussite de la petite fille extraordinaire qu'elle avait élevée. « Cet hôpital représente le rêve de mon père », dit Isabelle aux journalistes et aux invités présents à la cérémonie. Il croyait que des soins de qualité ne devaient pas être le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous. Chaque enfant traité ici est un hommage à sa mémoire.
Il disait souvent que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il améliore la vie de quelqu'un, et cet hôpital est la matérialisation de cette philosophie. Ici, aucun enfant ne sera renvoyé par manque de moyens. Ici, chaque petit patient sera traité avec la même excellence que j'aurais souhaité que mon père trouve dans ses derniers jours. Après la cérémonie, tandis que Raphaël ramenait Madame Mercedes à la maison, discutant des améliorations qu'il pourrait apporter à l'hôpital, Isabelle décida de faire sa première tournée dans la nouvelle aile. Elle voulait rencontrer personnellement les petits patients qui occuperaient ces lits neufs et modernes, chacun équipé de la plus haute technologie médicale disponible. C'est dans la chambre 312 qu'elle s'arrêta, le cœur serré d'une manière familière et douloureuse. Une fillette de 8 ans était allongée dans le lit, seule, regardant par la fenêtre, avec une expression lointaine. Son dossier indiquait qu'elle était orpheline, sans famille connue, et qu'elle était en traitement pour une leucémie. L'enfant tenait un cahier de dessin, et Isabelle remarqua que ses mains, bien que petites et fragiles, tenaient le crayon avec fermeté. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de tristesse et de dignité, une force silencieuse qu'Isabelle reconnut immédiatement. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait son propre passé. « Salut !» dit Isabelle doucement, frappant légèrement à la porte ouverte avant d'entrer. « Je m'appelle Isabelle. Je suis la médecin ici, en fait. Je suis la directrice de cet hôpital. Comment t'appelles-tu ?»« Sophie, » répondit la fillette timidement mais avec politesse. « Vous êtes belle. On dirait un ange. » Les mots frappèrent Isabelle comme un éclair. C'était exactement ce qu'elle avait dit à Auguste tant d'années auparavant. « Tu aimes dessiner ?» demanda Isabelle, s'asseyant au bord du lit et montrant le cahier. « J'adore ça. Je dessine des changes parce que je pense qu'ils protègent les gens qui n'ont personne. » Isabelle discuta avec Sophie pendant plus d'1 heure. Elle découvrit qu'elle adorait les mathématiques, qu'elle rêvait de devenir médecin quand elle serait grande pour aider d'autres enfants malades, qu'elle avait un dessin d'un ange gardé sous son oreiller, fait des années auparavant quand elle avait encore une famille. Elle découvrit que Sophie avait perdu ses parents dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, qu'elle était passée par plusieurs foyers, et que maintenant, alors qu'elle luttait contre la leucémie, elle était complètement seule au monde. Mais malgré tout, il y avait une lumière dans ses yeux, une détermination qui refusait de s'éteindre. « Tu sais, Sophie, j'ai été comme toi, » dit Isabelle en prenant la petite main de la fillette. « J'ai aussi été une fillette de 8 ans sans personne. Je rêvais aussi de devenir médecin, je dessinais aussi des anges. Et puis un homme merveilleux est apparu dans ma vie et a tout changé. Il m'a appris que la famille, ce n'est pas ceux qui t'ont mis au monde, mais ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour. »« Vous avez eu de la chance, » dit Sophie, les yeux s'emplissant de larmes. « Je crois que mon ange m'a oublié. Ou peut-être que je suis ton ange, Sophie. » Isabelle lui serra doucement la main. « Comment te sentirais-tu si je te disais que j'aimerais être ta mère, te donner une famille, une maison, une grand-mère qui fait les meilleurs gâteaux du monde, et un oncle qui est le chirurgien le plus drôle que tu rencontreras jamais ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Vraiment ? Vous voulez être ma mère ? Mais je suis malade, je vais vous donner du travail. Tous les enfants donnent du travail, Sophie. C'est comme ça que ça marche, et tu ne seras pas seule dans ce combat. Nous allons vaincre cette maladie ensemble, en famille. » En sortant de la chambre, après avoir promis à Sophie qu'elle reviendrait le lendemain pour parler davantage de l'adoption, Isabelle avait déjà pris une décision irréversible. Elle appela immédiatement Maître Robert, qui à 70 ans était toujours son avocat et conseiller, sa voix ferme et déterminée au téléphone. Elle lui demanda d'entamer une procédure d'adoption. Sophie serait sa fille, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, Isabelle se rendit au cimetière. Il était tard, le portail était sur le point de fermer, mais le gardien la connaissait et la laissait toujours entrer pour ses conversations nocturnes avec son père. Le ciel était étoilé et une douce brise faisait murmurer les arbres environnants. « Papa » commença-t-elle en s'agenouillant devant la tombe, comme elle l'avait fait des centaines de fois. « Aujourd'hui, nous avons inauguré la nouvelle aile de l'hôpital. Nous avons déjà traité plus de 50 000 enfants depuis son ouverture. 50 000, papa. Des enfants qui n'auraient pas eu de traitement, des familles qui auraient perdu leurs enfants par manque de moyens. Et la Fondation, elle a déjà aidé plus de 10 000 jeunes à étudier la médecine. 10 000 futurs médecins qui aideront des milliers d'autres personnes.
Tu as planté une graine à ce feu rouge il y a 20 ans, et cette graine est devenue une forêt entière, papa. Une forêt qui continue de grandir, de s'étendre, de donner des fruits qui nourriront des générations. Elle posa la marguerite blanche habituelle sur la tombe, ses pétales brillant sous la lumière de la lune. Et il y a plus, papa, j'ai rencontré une fillette aujourd'hui. 8, chance orpheline, atteinte de leucémie, mais avec une lueur dans les yeux qui m'a tellement rappelé moi-même quand tu m'as trouvé à ce feu rouge. Elle s'appelle Sophie. Elle dessine des anges, adore les maths, veut devenir médecin. C'est comme si l'univers m'avait envoyé une version de moi-même pour que je puisse faire pour elle ce que tu as fait pour moi. Elle va être ma fille, papa. Je vais lui donner de l'amour, des opportunités, une famille. Je lui apprendrai tout ce que tu m'as appris. Et quand elle sera grande, je suis sûr qu'elle fera de même pour un autre enfant. C'est ainsi que ton héritage continue, papa. Ce n'est pas l'argent que tu as laissé. Ce sont les vies que nous continuons de transformer, l'une après l'autre, créant une chaîne infinie d'amour et de générosité. Le vent souffla doucement, faisant murmurer les feuilles des arbres environnants en une mélodie réconfortante. Et Isabelle sourit à travers ses larmes. Elle sentait que d'une manière ou d'une autre, son père était là, fier, heureux, en paix, bénissant une fois de plus la famille qui continuait de grandir à travers l'amour. Tu sais, papa, il y a des jours où tu me manques encore avec une telle intensité que ça fait mal physiquement. Il y a des jours où je donnerai tout pour pouvoir t'appeler et te raconter ma journée ou entendre tes conseils sur une décision difficile. Mais ensuite, je regarde autour de moi et je vois tout ce que nous avons construit ensemble, même en si peu de temps. Je vois l'hôpital fonctionner, sauver des vies. Je vois la fondation transformer des avenirs. Je vois Raphaël, qui était un garçon perdu dans les rues et qui sauve maintenant des cœurs tous les jours. Je vois Mamie que tu as sauvée et qui est encore là avec nous, forte et sage. Et maintenant je vais voir Sophie grandir, devenir médecin, perpétuer ce cycle d'amour. Isabelle se leva lentement, essuya ses larmes et toucha le marbre froid de la pierre tombale avec tendresse. Merci de t'être arrêté à ce feu rouge, papa. Merci de m'avoir vu quand tout le monde regardait à travers moi. Merci de m'avoir appris que le véritable héritage ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Tu voulais des héritiers et tu en as eu des milliers. Chaque enfant que la Fondation a aidé, chaque patient que l'hôpital a sauvé, chaque vie touchée par l'amour que tu as planté, ils sont tous tes héritiers. Et je veillerai à ce que cet héritage continue de se transmettre de génération en génération, éternellement. Ton nom ne sera jamais oublié, car chaque vie sauvée sera un monument à ta mémoire. Isabelle se leva, essuya ses larmes et jeta un dernier regard à la tombe avant de partir. Demain, elle commencerait le processus d'adoption de Sophie. Demain, un autre enfant aurait une chance, et dans 20 ans, qui sait, Sophie ferait peut-être la même chose pour un autre enfant. Et ainsi le cycle continuerait, infini comme l'amour véritable l'est toujours, éternel comme la décision d'un homme à un feu rouge qui a choisi de voir au-delà des apparences et a changé le monde, une vie à la fois.